La route vers Bash in Berlin continue, on s'en rapproche, on sent qu'on est à mi-chemin, les feuds se construisent, les storylines se développent et c'est Raw du 12 août 2024 en direct de Austin, Texas que nous analysons aujourd'hui dans la hashtag TLR Review épisode 11 si je dis pas de bêtises. Déjà 11, enfin une bonne dizaine de reviews en tout cas de façon sûre pour les hashtags TLR Review où je vous donne une analyse très professionnelle du produit, très concentrée sur les détails parce que les détails c'est ça qui fait toute la différence et c'est ce qu'on a vu ce soir, enfin hier soir plutôt à Raw. Oh oui, un Raw qui commence avec une promo de Rhea. Est-ce que je vais le dire? Oui, je vais le dire, bien sûr. Rhea ralenti. Parce que le replay, le ralenti, ça s'écrit pas pareil, mais à l'oreille, c'est pareil. Donc, si j'avais été encore à NXT avec Marcus Louis, j'aurais appelé Rhea replay à chaque fois Rhea ralenti. Maintenant, vous le savez. Donc, promo qui commence avec une promo de Rhea replay. C'était la première fois que je la voyais au micro. Et justement, c'est pour ça que j'ai bien regardé attentivement. Je voulais vraiment voir, on va dire, la hype autour de Rhea Ripley. Je sais que dans le ring, c'est une déesse, ça c'est clair et net. Elle a les instincts, elle a les positionnements, elle a l'intensité, elle a le look, bel esprit. Et je voulais voir maintenant sa personnalité. Et franchement, j'ai pas été déçu. Très bonne intensité, elle sait faire les pauses, elle sait prendre les différences de tempo, de timing. Franchement, bel esprit. Rhea, bel esprit. Elle sera, bon, elle est déjà, mais ça sera sûrement une top player dans de nombreuses années à venir dans le catch féminin. Et donc, enfin, on a eu, plus ou moins des explications pour le heel turn. Mais en fait, il était déjà heel, donc il a tourné encore plus heel de Dominique. Et ça justement, Dominique Mystérieux, énorme respect pour ce personnage et bon, et ce talent bien sûr, mais c'est un truc de fou. Le mec il était déjà heel, il a tourné encore plus heel. C'est des genres de trucs on le voit très rarement dans l'histoire du catch, mais en tout cas avec Dominique Mystérieux, on l'a vu. Alors juste un petit truc avant de parler donc du contenu de la promo et de l'histoire racontée. J'ai pas trop accroché à la vibe de faire apparaître les heels dans la foule. Parce qu'en fait, quand les heels apparaissent dans la foule, grosso modo, c'est... non, plutôt l'inverse. Quand un catcheur apparaît dans la foule, c'est plutôt un babyface. Parce que visuellement, le mec, il est au milieu du peuple. Voilà, je veux dire, c'est parce que tu sais que tu es en sécurité dans le peuple. Là, moi, j'ai toujours un problème quand les heels apparaissent dans la foule parce que, techniquement, si tu es vraiment un bon heel, je vais aller très très loin, hein, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Quand tu es un heel, normalement, et un bon heel, les gens dans la foule, ils veulent te frapper. Les gens dans la foule veulent t'agresser. Les gens dans la foule, dans certains pays, ils veulent te poignarder. Parti de là, si tu es vraiment un bon heel et surtout tu viens sans sécurité, wow, il y a un problème. Moi, je sais pas si j'étais heel et que je devais apparaître dans la foule toujours pour la péter, mais j'aurais autour de moi 10 mecs de la sécurité pour vraiment renforcer encore plus le côté lâche, le côté pas courageux de genre, attendez, maintenez les paysans à distance, qu'ils ne m'approchent pas et surtout que je ne cours aucun risque. Ça, c'est être un heel. Là, Dominique Mystérieux et Olivia Morgan, non, Morgan on peut pas le traduire en français, donc Liv Morgan qui sont comme ça au milieu mais sans sécurité en plus, je sais pas, ça m'a fait bizarre, tiens c'est bizarre, pourquoi? Bon alors après bien sûr, à la fin il y a Damien Prêtre qui arrive par derrière, donc ça va, ça se comprend un peu, mais c'est toujours ce genre de petit truc qui me fait, c'est pourquoi? Bref, ça pour dire, alors, donc les explications qu'on a eues, grosso modo, c'est que Rhea ralenti empêchait Dominique Mystérieux d'être lui-même, d'être un homme, de faire ce qu'il voulait, grosso modo. Et avec Olivia Morgan, il l'a. C'est basique, ils sont pas allés trop en profondeur parce qu'il y a plein de fans sur internet, ils ont ressorti les photos d'il y a 2 ou 3 ans où Rhea ralenti avait attaqué Dominique, il était encore avec son père et tout, et ça aurait été top de développer là-dessus. Peut-être ils vont le faire dans les semaines à venir, peut-être, qui sait, mais là c'est resté au niveau de la surface, genre grosso modo, au moins Liv Morgan elle me laisse jouer à la console quand je veux, elle me fait des bisous quand je veux, blablabla. Bref, tout ça pour dire, ça passe même très bien parce que ça fait vraiment le heel genre enfant gâté pourri, capricieux, bel esprit. Je vous le redis, catch, gentil contre méchant, heel contre babyface. Si vous n'avez pas ça, c'est de la merde. C'est de la merde dans le sens que vous n'allez voir aucun bon film de l'histoire des films
où vous n'avez pas clairement un gentil et un méchant, un héros et un antagoniste. Le catch, c'est pareil. Et là, Dominique, avec Liv, ont parfaitement rempli leur job. Et pareil, la foule est investie dedans. La foule est investie dans tous les personnages du segment, avec notamment Damien Prêtre après qui arrive, et ça se termine en baston, pour ensuite enchaîner sur le match entre Damien Prêtre et Petit Charles, Carl, Charles, Petit Charles, ok. Et voilà, par contre là, ça y est, le cerveau recommence à marcher comme ça. Je vais essayer de trouver des traductions de noms pour tous les catcheurs ou les catcheuses. Et donc ouais, franchement, bon début de promo et bon début de Raw. En fait, parce que je pensais à la fin du match donc qui a suivi entre Damien Prêtre et Carlito. Donc bon match. Franchement, bon match. Rien de compliqué. Mais tout est bien fait, tout passe. Et parfois, je vous le redis, surtout en catch, parce qu'on a eu quelques preuves plus tard dans le show. Si vous cherchez à faire trop compliqué, vous risquez de vous louper. Et ça sera naze. Alors autant rester simple. Autant bien faire les bases et bien faire ce qui est simple avec l'intensité, crédibilité, etc. Vous connaissez la recette maintenant avec hashtag TLR Review, Tom Larifa. Mais voilà, le match était bien. Bon petit match pour un opener, bonnes actions, bonne intensité, bonne crédibilité. Et donc ça se termine avec une victoire de Damien Prêtre et un beatdown, une attaque, une baston générale avec le Judgment Day. Enfin, le Judgment Day et Rhea Ripley qui arrive et qui fait le ménage. Alors là, voilà, là c'est le petit problème que j'ai eu parce que bon, après c'est mon opinion, vous en pensez ce que vous voulez, mais bon, je pense que j'ai été dans assez de sports de combat, de baston et de show de catch pour que mon opinion vale plus que d'autres. Et bref, tout ça pour dire, j'ai marqué Rhea Ripley, oui, Rhea Ripley est forte, ok, mais c'est pas le Terminator quand même. Faut pas... Et c'est pas de China non plus. Le truc, c'est que il a fond, genre la meuf, elle arrive et elle détruit tout le Judgment Day quasiment à elle tout seul. Yo, les gars, calmos. Elle fait pas 2 mètres de haut, elle fait pas 110 kilos. Je redis, elle a pas le physique de China. Alors oui, ils veulent lui donner cette vibe et tout, mais je redis, c'est pas le Terminator. Et là, j'ai commencé à déconner. Quand j'ai vu qu'elle arrivait et qu'elle faisait un coup à Carlito, il tombe au sol. Un coup à... comment il s'appelle déjà JD McDonagh, voilà, JD McDonald, allez, on va arrêter de se prendre la tête. Lui, il va au sol aussi, Balor aussi, enfin, wow, Dominique, Liv, ça va, oh, calmos, hein, je veux dire, je vous redis, j'ai commencé à décrocher, enfin, pas décrocher en mode, ça y est, c'est foutu, c'était naze, mais, come on, je vous le redis, voilà, la parfaite définition, Rhea Ripley, oui, elle est forte, oui, elle a un énorme potentiel, oui, elle est très bonne, mais c'est pas Terminator. Donc calmos. Je veux dire un mec comme Carlito, alors oui, il a une vibe un peu comédie en ce moment au niveau personnage. Carlito, il fait quand même 110 kilos. 110 kilos contre une meuf qui doit en faire maximum, allez, 85. J'y crois pas qu'en un coup de pied, elle le met au sol. Faut que je vous redis encore une fois, hein, pour ceux qui ont fait des sports de combat, qui savent ce que c'est d'être vraiment dans un sport de combat, il y a des choses qui passent et d'autres qui passent pas. Et là... Je ne sais pas s'ils l'ont fait souvent dans la carrière de Rhea ralenti, mais s'ils font cette vibe, je pense qu'ils vont vite me perdre. Ils vont vite perdre Tom Larifa. Oh oui, oh oui. S'ensuit une vignette de Bo Dallas. Uncle Howdy. Enfin, Bo Dallas. Je pense qu'il l'appelle quand même Bo Dallas, hein, il me semble. Dites-le moi dans les commentaires s'il l'appelle toujours Bo Dallas. Il me semble que oui, hein, parce que j'ai pas fait gaffe. Je pense qu'il soit revenu, vu que c'était juste une vignette backstage. Bref, tout ça pour dire. Alors j'ai regardé cette vignette, bon par contre bien, montage, le jeu de Bodala, enfin c'est même pas du jeu, voilà c'est ça que je voulais dire en fait. Pourquoi les Wyatt Six? Posons-nous la question, pourquoi les Wyatt Six ça marche autant et ça résonne autant? Et encore plus quand on voit Bodalas à l'écran. Parce que vous savez, comme je vous le dis depuis maintenant presque un mois dans mes vidéos, ce qu'on veut en catch c'est du réalisme et que ça touche émotionnellement la foule. Dans ce personnage d'Uncle Howdy, on sent la souffrance de Bo Dallas, parce qu'elle est vraie en fait. Il a quand même perdu son frère, quand même perdu Bray Wyatt, on l'a tous perdu dans un sens. Et donc, avec une telle tragédie, automatiquement on connecte émotionnellement avec lui. Et c'est ça qui rend la storyline, le personnage, le groupe entier vrai pour nous et qui est si touchant, je le redis, émotionnellement. Et donc, si vous touchez émotionnellement les fans, ils vont réagir.
Et s'ils réagissent et donc qu'ils s'impliquent émotionnellement dans ce que vous faites, ils vont vouloir voir la suite de l'histoire, la suite de l'action, la suite du show. Donc ils vont acheter des billets, ils vont acheter des t-shirts, ils vont acheter... Bon, après, c'est pas juste une question d'argent. Mais oui, quand même. On fait pas du catch pour le plaisir. On fait, enfin, en tout cas, la WWE, ils font ça pour faire de l'argent parce qu'ils ont plus d'argent, ils peuvent plus payer les superstars. Et s'ils peuvent plus payer les superstars, il n'y a plus de WWE. Donc, il faut garder ça en tête. Et donc, c'est ça. En fait, même si la vignette était très courte, je l'ai prise en note parce que j'ai essayé, encore une fois, pour vous, pour les fans, pour vous expliquer avec mon analyse et mon ressenti à moi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette storyline et ce qu'il y a de si unique, c'est que le personnage est intense et crédible. Pourquoi? Parce qu'on sent littéralement et on peut entrer en empathie, on peut compatir avec la souffrance réelle de Bo Dallas, qu'il traduit donc dans son personnage. Et ça, quand vous faites ça, c'est gold. C'était exactement comme à l'époque, quand on avait eu Matt Hardy qui s'était fait en plus renvoyer, parce que, bon, je ne sais plus pourquoi il s'était fait renvoyer, mais en attendant, quand il s'était fait renvoyer, au même moment, on avait appris que Lita l'avait trompé avec Edge, son meilleur ami, quoi. Et en fait, ça avait fait une storyline tellement réelle, parce qu'en fait, non, même pas, au début, c'est même pas une storyline, c'est du vrai. Mais quand ils ont traduit ça en storyline, les fans étaient à fond dedans, parce que on savait qu'il y avait 80% de vrai là-dedans. Et voir, dans le cas de Bo Dallas, ce qui est, bon, alors, c'est pas vraiment Uncle Howdy, mais le fait d'avoir perdu son frère et que ça l'a complètement, ben, forcément, détruit, c'est du 100%, quoi. Donc franchement, ouais, c'est maintenant, c'est bon, je capte et justement, ça me fait plaisir aussi. C'est pour ça que je kiffe faire ces vidéos et regarder les shows parce que ça me permet d'analyser tout le business et d'analyser vraiment le show et de comprendre que, ok, ça va marcher, ça va pas marcher. Ça a de très fortes chances de marcher parce qu'il y a tellement de vrai dans ce truc que forcément ça va être bon non seulement dans le jeu du catcheur, dans sa connexion avec la foule et dans sa façon de vivre et donc de projeter le personnage à l'écran. Oh oui, oh oui. Respect total, Bo Dallas, et encore une fois, tu as toutes mes émotions et ma compassion. S'ensuit un squash match pour Odyssey Jones. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu de squash match, enfin, en tout cas pour moi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les squash match parce que ça établit direct une star. Ça établit une star direct et on comprend direct, wow, ok, on voit son moveset, on voit sa façon de dominer l'adversaire à sens unique et franchement bel esprit. Et ce qui m'a fait halluciner dans ce squash match, c'est que le mec qu'il a affronté, il est en meilleure condition physique, il est plus impressionnant que la plupart des stars du roster. Un truc de fou, notamment en meilleure condition physique que Johnny Gargano de loin. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, c'est énorme, mais pas bon non plus, parce que le mec qui a été détruit par Odyssey Jones, vu qu'il est en meilleure forme physique et il est plus impressionnant que la plupart des stars du roster, notamment Johnny Gargano, bah en fait, limite, c'est on gâche son potentiel. Tu vois, je veux dire, contre Odyssey Jones, ils auraient dû mettre Johnny Gargano que se faire squasher. Là, ça aurait été, j'allais dire, encore plus crédible. Mais bon, en fait, voilà, ça a été la pensée que j'ai vue. Quand j'ai vu le mec qui l'a affronté, j'ai pas retenu son nom, c'est un mec d'NXT. Je fais, waouh, c'est qui ce gars? Pourquoi il le fout dans un squash match? Ils auraient tellement de mecs qui n'ont pas de physique comme Gargano ou Pete Dunne dans un match comme ça, quoi. Enfin bref, s'ensuit une promo du Testament final. Nuit très facile pour eux. C'est ça qui me fait rêver. Et je vous dis, c'est aussi moi comme ça, c'est comme ça que je regarde les shows. Quand je vois un Raw comme ça, je regarde tout de suite, ok. Donc là, il y a le Final Testament, ils font cette promo qui dure même pas 3-4 minutes à la fin du match. Ils sont tous en tenue de ville, ils sont pas en tenue de catch. Est-ce qu'ils vont catcher ce soir? Et donc les mecs, en fait, nuit facile pour le Final Testament. Ils font qu'une promo de 5 minutes. Akam et Rezar, eux, ils disent rien du tout. Franchement, c'est énorme. Et les mecs, ils sont quand même payés. C'est ça qui est bon. Bon, par contre, ils ont dû faire le voyage. Alors, d'un autre côté, il y en a, ils vont dire, ouais, mais ils ont fait toute cette route, ils ont pris l'avion pour être finalement que 5 minutes à la télé. Ouais, mais d'un autre côté, frérot, tu prends pas de chute, tu te blesses pas. C'est à voir. C'est 50-50. Moi, je dirais c'est bel esprit. Parce que t'as quand même ta tronche à la télé. Mais d'autres, ils diront, ouais, mais faire toute cette... Oui, il y en a ceux qui voient toujours le verre à moitié vide. Ça, c'est très important en catch. J'en parlerai dans mes hashtag TLR Stories. La mentalité sur la route. Et comme c'est très, très important, comme me l'avait dit Cesaro. Cesaro, il m'avait dit un jour, ce qui est un des trucs les plus importants à la WWE, c'est avec qui tu es dans la voiture. C'est-à-dire avec qui tu es quand tu es sur la route et que tu voyages vers les shows. Pourquoi? Parce que si tu es avec des gens qui voient toujours le verre à moitié vide et qui passent leur temps à se plaindre, ça va te contaminer et toi aussi tu vas voir la vie en noir. D'un autre côté, si tu es avec des gens avec qui tu fais que rigoler et que ok, tu te prends pas trop la tête, ok, rien n'est parfait dans le monde. En attendant, si tu vois les choses du beau côté et que tu rigoles, ben tu vas rigoler et tu verras la vie totalement différemment. Et ça, c'est ce que Cesaro m'avait dit. Cesaro m'avait dit deux choses. Vu que vous aimez les anecdotes, il m'avait dit fais très attention à who you ride with, c'est-à-dire qui tu es avec qui tu es dans la voiture, premier truc. Et il a totalement raison.
Et c'est pour ça que bon, il y en a là, ils seraient là à dire ouais, mais attends, on vient à Raw, on fait toute la route, je suis loin de chez moi et de ma famille juste pour faire une promo de 5 minutes, ça me gave. Mais moi, d'un autre côté, en voyant la vie, le verre toujours rempli, même s'il est qu'à moitié rempli, je me dis mais attends, c'est bon, gros, on prend pas de chute, on se blesse pas et on est quand même à la télé, bel esprit, on est payé, pourquoi tu te plains? Et le deuxième conseil que m'avait donné Cesaro, c'était que le catch, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et là, pareil, quand vous êtes dans le business, vous comprenez totalement la phrase. C'est pas une question d'aller le plus vite possible là où tu veux aller, c'est de construire sa carrière. Et je pense d'ailleurs ça va être ça, je vais voir, non, j'allais dire ça va être ça le titre de la vidéo. J'ai pas encore choisi le titre de la vidéo, mais le catch c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et sa carrière, pour être vraiment sûr de gagner peut-être pas forcément main event à WrestleMania, mais avoir une magnifique carrière et être très bon dans ce qu'on fait, il faut y aller doucement et pas sprinter. Et c'est là que j'ai vu ça sur ce show aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de négatifs, mais j'ai eu beaucoup de gens qui, comme ils n'ont pas eu des années d'expérience dans le business, dans le catch et surtout dans le catch en dehors WWE, ça se ressent dans le ring parce qu'il manque de naturel, il manque d'instinct, il manque de vivacité. Et ça, vous ne pouvez pas le remplacer. Ça, je le redis parce que je l'ai fait sûrement et parce que j'ai cette mentalité, mais il faut. C'est mieux d'avoir fait du catch pendant des années avant d'être signé à la WWE plutôt que de commencer directement à la WWE parce que vous n'allez pas avoir tous les instincts du catcheur, du vrai catcheur. Sauf si vous êtes une force de la nature et une anomalie à la fois génétique mais humaine dans le business du catch, comme Bron Breakker. Mais ça, on y reviendra à la fin. Remarque, c'est même pas une anomalie génétique. Le mec, c'est le fils de 2 des plus grands catcheurs en équipe de l'histoire du catch. Donc, il a sûrement ça dans le sang. Mais bon, le mec, il a quand même commencé le catch à la WWE. En attendant, il a eu un main event très, 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 très bon contre Sami Zayn. Et le mec est un excellent catcheur. Et comme le dit Pat McAfee avec Bron Breakker, c'est une fierté de faire partie de la Bron Breakker era. Oh oui, oh oui. Mais c'est le main event, on n'y est pas encore. Donc, avant ce main event, donc, il y avait cette promo du testament final. Et question, est-ce qu'on est en train de teaser un heel turn de Xavier Bois, Xavier Forêt, Xavier Woods? Bonne question. Bonne question. Notre petit Xavier Forêt, est-ce qu'il va tourner heel? À voir. À voir. Ça pourrait être très intéressant, surtout pour redonner une dynamique un peu, j'allais dire, au New Day, même s'ils marchent toujours autant, ils sont over avec la foule, ils font du merch. À voir. Je suis intéressé parce que Xavier Forêt est vraiment, je pense, le seul des deux entre lui et Kofi qui peut vraiment faire un personnage de heel. Kofi, tout le monde l'adore. Kofi heel, ça passerait pas. Par contre, Forêt, il a assez de profondeur d'émotion et de, comment dire, à NXT, de layers dans ses émotions et dans son personnage, de différentes couches, voilà, dans ses émotions et dans ce qu'il peut montrer à l'écran à travers son personnage, que Xavier, pourquoi je dis en anglais? Xavier Forêt, Xavier Woods, en heel, ça pourrait vraiment être pas mal. Surtout s'il se met à feuder avec Kofi Kingston. Peut-être pour en faire un match à Survivor Series ou au Royal Rumble. Ça pourrait être one-on-one, ça pourrait être vraiment pas mal. Surtout un match qui s'est construit au final depuis des années et des années, depuis presque plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, c'est intéressant. À voir. Si on va avoir un heel turn de Xavier Forêt. Ensuite, après ça, un match en équipe entre un Texas Tornado Tag Team Match entre Alpha Academy et les Creed Brothers. Alors, Alpha Academy, il y a une très bonne dynamique entre les deux. Otis et Tozawa, même si ça a la vibe comédie, très bonne dynamique. Parce que Tozawa, bon, énorme respect à son jeu, pour un japonais. En fait, déjà, entre guillemets, dans le catch japonais, c'est rare de voir des gars avec beaucoup de personnalité, et surtout qui s'adaptent aux produits américains, c'est-à-dire entertainment. Nakamura l'a fait, même s'il restait quand même toujours en mode Nakamura. Tozawa l'a fait totalement. Et bravo à lui, parce qu'il est tourné comédie, mais il a toujours ce petit morceau de crédibilité dans le ring, ces moments d'éclair, ces moments de vivacité, bel esprit. Et avec Otis, même si Otis est vraiment lui aussi comédie, Otis il est tellement imposant qu'on est obligé de le prendre au sérieux. Donc franchement, très bonne dynamique entre les deux dans Alpha Academy. Les Creed Brothers, j'ai retenu leur prénom parce que franchement, très bel esprit. Alors est-ce que c'est leur vrai nom? Je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir sur Wikipédia. Mais Julius et Brutus. Bel esprit. Comment tu veux pas avoir du style quand tu t'appelles Julius et Brutus? Bel esprit. Oh oui, oh oui. Alors, bon match. Bon, il y a eu quelques moments qui ont fait peur quand même. Le plongeon de Tozawa où il s'est pris les pieds dans les cordes. Ouh là là, j'ai eu peur pour lui. Ouh là 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 là. Et c'est là en fait qu'on comprend toujours. Alors, ça, je suis pas en mode, surtout avec Tozawa, ne prends pas de risque, mec. Non, il faut prendre des risques des fois. Mais
ça a été le parfait exemple que des fois, des trucs qu'on a fait des dizaines et des dizaines de fois, eh ben, il suffit d'un tout petit accident et on risque de se faire très très mal. Là, Dieu merci, apparemment, il n'a rien eu, mais il a failli se planter la tête à l'extérieur du ring et ça peut faire très très mal. Parce qu'il s'est pris les pieds dans les cordes en faisant un plongeon à travers la deuxième et troisième. Son pied arrière, il s'est accroché à la troisième corde, donc ça a stoppé l'élan et boum, il est tombé tête la première limite au sol. Ça va, il a suivi direct, il a enchaîné. Et ça, justement, c'est la preuve d'un mec qui a catché sur les indies. On sait très bien que combien de fois dans des matchs, il y a des loupés, il y a des trucs qui se passent pas comme il faut. Bon, on continue, on reprend, on enchaîne et tout. Et ça, donc je vais revenir souvent dans cette review, hashtag TL Review. Oh oui, bel esprit, lâchez des commentaires, abonnez-vous, likez, mettez la cloche. Je vais revenir souvent comme quoi on voit la différence entre ceux qui ont une expérience indie et ceux qui l'ont pas. Oh oui. Maxine est vraiment inutile. Ça oui, je l'ai marqué. Je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas pourquoi elle est là. Alors oui, je comprends, ça donne une dynamique, ça donne un valet et tout, mais je suis sûr que ses chutes sont pourries. Je me souviens, elle avait fait, c'était dans le Rumble féminin où il y avait eu plein de loupés. Alors, je suis pas là pour, comment dire, me foutre de sa gueule, non, pas du tout. Mais j'en reviens toujours, au niveau WWE, il faut amener quelque chose. Il faut amener quelque chose qui sort de l'ordinaire. La meuf, ok, t'es jolie, ok, t'es acceptable en promo, mais à part ça, il y a quoi d'autre? Il n'y a aucune physicalité, je veux dire, enfin bon, peu importe. Oui, elle s'est fait attaquer par Ivy quelque chose, la blonde qui est avec les Creed Brothers, mais à part ça, j'ai du mal avec Maxine. Hein. Je me demande même si des fois Alpha Academy serait pas mieux sans elle. Hein. Bref, tout ça pour dire, victoire des Creed Brothers, Julius et Brutus. Alors, petit truc, alors je sais plus c'est lequel le grand mince des deux Creed Brothers, j'ai quand même vu un petit manque d'intensité de sa part. Et j'en reviens à ce que je disais. Le grand, alors c'est peut-être Julius. Ouais, je crois que c'est Julius. Brutus, c'est le balèze. Le grand des Creed Brothers, on sent des fois que dans son regard, il est tellement concentré sur le match qu'il n'y a aucune expression faciale. Et quand vous êtes comme ça, quand vous êtes tellement concentré sur le match, parce que vous n'avez pas l'habitude de catcher, ils doivent catcher depuis 2 ou 3 ans, les gars. Et ils font que des matchs à NXT au Performance Center. C'est pas comme s'ils catchent toutes les semaines devant une foule différente et dans un pays différent. Donc tout ça pour dire, quand le gars est tellement concentré sur son match qu'il en oublie de vendre ce qui se passe sur son visage, et ben ses coups et ce qu'il va faire aussi, ça va manquer de vie, ça va manquer de peps et d'intensité. Pourquoi? Parce que tu es tellement concentré, encore une fois, je te le dis, sur entre guillemets ce que tu dois faire, que ton corps ne suit plus. Et ça, c'est la preuve d'une personne qui n'a pas énormément d'expérience. Je le vois tout le temps sur les indies, je le vois tout le temps, tout le temps chez les jeunes surtout. Ils sont tellement concentrés sur leur match et sur ce qu'ils doivent faire que en fait ils en oublient de vendre tout et de vivre sur tout ce qu'ils font. Et à l'inverse, c'est là qu'on voit un vrai vétéran, c'est que le mec il se relaxe dans le ring et il n'y a pas besoin de, c'est de l'impro, on fait de l'impro. On vit ce qu'on fait, on sait comment monter le match dans sa tête, on sait comment interagir avec la foule. Il n'y a pas besoin de prévoir 50 000 trucs et de passer toute la journée à parler du match. Non, en gros, mec, on va dans le ring, on gère. Et c'est encore ce que j'ai fait ce week-end. J'ai eu 2 shows, un en Italie et un à Marseille. Yo, celui en Italie, ouh, les amis, 800 personnes, chaud comme la braise, des familles. C'était un show gratuit en plein milieu d'une plage. La foule était bouillante. Alors, j'allais dire que j'ai rien fait. Oui, j'ai rien fait vis-à-vis de ce que je ferais dans un main event WWE, mais la foule était chaud bouillante. Pourquoi? Parce que, bon, mon adversaire était pas mal, hein, l'italien aussi, mais on était relax. On a géré le truc, on a écouté la foule, enfin, je l'ai écouté, moi je guidais le match. Franchement, bel esprit. Et ça, par contre, c'est le genre d'expérience que vous pouvez vivre, franchement, que sur les indies. Parce que à la WWE, même si vous avez des foules comme ça, jamais les producteurs vont vous dire « Vas-y, va dans le ring, improvise, amuse-toi ». Si vous êtes un débutant. Parce qu'il y a tellement de pression pour pas que le match soit pourri et pour que les gamins apprennent le plus vite possible qu'il n'y a pas, on peut pas laisser la moindre marge d'erreur. Donc c'est très serré, les balais là où le soleil ne brille pas et fais ce qu'on te dit et rien d'autre. Et donc les mecs peuvent pas apprendre comme ça. Mais c'est comme ça, c'est les règles du jeu, on peut pas les changer. Mais par contre sur les indies, vous avez beaucoup plus de liberté, surtout si vous êtes bon et que vous êtes bon dans ce que vous faites. Là, vous apprenez vraiment le métier. Et franchement, je vous le dis, c'est vraiment ce qui est ressorti de ce Raw. Il n'y a pas eu énormément, il n'y a quasiment pas eu de mauvais en fait. Mais il y a eu ces petits trucs qui me font dire, il y en a pas mal, ça leur ferait du bien de passer 5 ans sur les indies. Mais c'est là aussi qui est très important, et c'est pour tous les gens là enfin il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui râlent à dire oui mais pourquoi tu critiques les stars de la WWE, pour qui tu prends, pourquoi tu fais le malin?
Écoutez, espèce de petite MERDE, je vous explique un truc. Tous ces gens que vous idolâtrez et que vous aimez pas que je critique, si demain ils se font renvoyer de la WWE, vous ne les reverrez plus jamais sur un ring. Pourquoi? Parce que c'est pas des gens passionnés. Ils sont juste là pour l'argent. Ils sont juste là parce que ça leur permet d'être à la télé, de montrer leur gueule à la télé et ensuite d'utiliser le business pour faire autre chose. Mais le jour où ils sont virés, ils arrêtent tout parce qu'ils aiment pas ça. Non, alors, je dis pas qu'ils aiment pas ça. Ils aiment le catch WWE. Oui, c'est normal. Tous les soirs, tu es devant 5 à 30 000 personnes. Oh, bien sûr que tu vas aimer ça. Mais après, quand tu retournes dans le bain des indépendantes et que des fois, tu catches devant 100 personnes, voire 50 personnes, et que tu te changes dans un vestiaire franchement dégueulasse, les mecs, ils arrêtent direct. Et ça, c'est pas des gens passionnés. Et ces gens-là que vous êtes là à protéger parce que j'expose les faiblesses de leur travail ou les faiblesses de leur physique, eh ben, au contraire, vous devriez être, j'allais dire, de mon côté, et si vous êtes vraiment passionné, et vous dire, ah ouais, mais en fait, il a raison. Un mec comme Larufa, il est vraiment passionné. Je devrais être de son côté. Je ne devrais pas être du côté de la meuf qui, le jour, je vous redis, où elle arrête à la WWE, vous la revoyez plus jamais. Regardez Mandy Sachs. Regardez, qui y a d'autres? Qui y a d'autres? Il y en a eu plein dans le passé, des gens, ils se font virer. L'autre, celui qui était le parterre d'Otis, là, le fuck, comment il s'appelait? Le gros là, qui c'est pareil, lui aussi il était en développement. On se demandait mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'ils ont à le pusher lui? Il a rien, il a aucune personnalité. Heavy Machinery, le mec il m'a tellement pas marqué, à part que le mec était sur la route, j'ai jamais compris pourquoi, que je me souviens même plus de son nom. Celui qui faisait Heavy Machinery avec Otis. On l'a revu lui dans le ring? Non, parce que ces mecs là ils sont juste dans le catch parce que ils gagnent relativement bien leur vie à la WWE et à part ça il y a plus rien derrière. La passion les amis, c'est ça qui fait la différence. Et Maxine n'a pas de passion, ça c'est clair et net. Hein. Elle n'a pas de passion pour le catch, donc Maxine, vraiment inutile. Maxine, je crois que c'est son prénom, c'est la manageuse d'Alpha Academy. Ouh, ça y est, je commence à m'enflammer. Ouh, ah. Interview de Pete Dunne, tournée dans l'après-midi. Alors, pareil, là j'ai regardé vraiment avec un open mind et j'ai essayé d'être objectif. Ça va, ça passe. Pete Dunne en heel, comme ça passe, surtout maintenant, et ça je kiffe, s'ils font cette vibe où ils vont faire chanter les fans Butch, 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 Butch et que ça va l'énerver encore plus. S'ils font cette vibe, bel esprit, ça passe. Parce que je vous dis, Pete Dunne en mode cogneur, bagarreur sérieux, j'y crois pas une seconde. Il a pas la tronche de l'emploi et il a pas le physique de l'emploi. Par contre, maintenant s'il fait le heel en mode il devient fou et il s'énerve parce que la foule chante Butch, 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 Butch et il veut être pris au sérieux mais la foule le prend pas au sérieux en chantant Butch, 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 bel esprit. Là ouais je connecte. Et là je dis très bonne vibe pour le perso. Par contre n'essayez pas de me le vendre en tant que cogneur bagarreur parce que ça passe pas. Ensuite, j'ai adoré Raw Physics, la vignette avec Bronson Reed. On va pas revenir sur Bronson Reed, mais franchement, très très bel esprit. Raw Physics, vignette avec Bronson Reed, avec toutes les analyses, combien il y avait de livres de pression sur le corps de cette rolling, j'ai kiffé. Parce que c'est le genre de truc qui, bon, même si ça reste du catch, on est conscient, d'accord, mais ça donne une profondeur à l'action qu'on voit dans le ring, aux événements qu'il y a eu la semaine d'avant, et surtout pour les commentateurs, parce que comme je vous dis, hello les amis, commentateurs aussi, Tom Larufa avec French Wrestling Beast, Guillaume Lepers, vous avez vu la vidéo la semaine dernière, dites-moi si vous avez kiffé, je sais que vous l'avez déjà dit, déjà bel esprit, non mais je veux dire par là, dites-moi si vous voulez en revoir une, parce qu'en fait, ils bossent sur le TPW Premium, ils sont en train justement de tout remodeler, parce que la première version était bien, mais visuellement, c'était pas accrocheur. Donc là, ils sont en train de refaire tout le site. Est-ce que ça vous dit de revoir une vidéo avec une autre demi-heure de commentaires, un autre show différent, justement, un show pas TPW, un show ICWA, parce que sur la TPW Premium, la chaîne VOD, il va y avoir plein de fédérations différentes, notamment le show qu'il y a eu en Italie samedi dernier. Donc tout ça pour dire, si vous voulez revoir une vidéo d'une demi-heure du début du show Révolution 14, je crois que c'était, avec commenté ICW, avec commenté par Guillaume Lepers, French Wrestling Beast et moi-même, dites-le moi et je posterai la vidéo, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on verra. On verra ça mes amis. Donc tout ça, ouais, bel esprit parce que cette vignette Raw Physique, c'était top. Parce qu'après les commentateurs pour continuer à faire mousser le truc et c'était, oh oui, bel esprit. Number one contender pour le Women Tag Team Match. Alors, Damage Control contre maintenant, alors, Pure Fusion Collective. Ça, ils ont enfin un nom, le groupe des trois meufs. Moi, j'aurais appelé ça plutôt l'ennemi ultime de l'insomnie. Parce que... bon, ça va encore là. C'est ça, je disais, il n'y a pas eu franchement de mauvais. Parce que la vignette qu'ils ont tournée dans l'après-midi avec Devil, Zoe Stark et Shayna Baszler, ça va. C'est bien sans plus. Et encore, c'est même pas bien, c'est moyen. Allez, ça va, ça passe. Ça passe pour de la télé. Parce qu'en plus, s'ils sont heal et qu'ils font dans la vibe heal boring, ça va, ça passe. Mais c'est tout.
Y a rien. En fait, c'est une escalope de poulet avec un peu de sel dessus. Voilà, il n'y a même pas de poivre en fait, il y a juste du sel. Même pas d'huile d'olive, c'est juste, allez, bon, allez, je la mange parce qu'il faut faire du muscle, même si maintenant je suis végétarien. D'ailleurs, il y a une question là-dessus, bon, c'est pas la question que j'ai sélectionnée en commentaire, mais il y a une question sur comment je fais pour continuer à m'entraîner et construire du muscle en étant végétarien. J'y répondrai sûrement un jour, peut-être dans une hashtag TLR Stories. Mais voilà, donc rien à dire sur ce match. J'étais très peu impressionné par China et Stark. Parce que ouais, j'avais entendu plein de choses bien de China, mais non, c'est... En fait, c'est là, voilà, c'est exactement ce que je dis, regardez. On voit quand même la différence avec des vrais catcheurs comme Sky et Kari. Elles sont beaucoup plus vives et actives dans le ring. Les autres, elles font juste... Elles go through the motion, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, elles font les prises, elles font l'enchaînement des spots, mais il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de vie, c'est pas vécu, c'est... Alors après, attention, China est quand même une meuf qui vient du MMA, et justement, là aussi, c'est très important, parce que ça, très tôt, je l'avais compris, en parlant avec Lance, mais même moi aussi, par rapport à mon expérience dans la lutte, notamment, et la boxe. En sport de combat comme lutte et boxe, on est entraîné à ne pas montrer d'émotion sur son visage, justement, pour rester concentré, pour pas montrer qu'on est en difficulté ou qu'on galère, c'est la base. Ça, c'est la base, les amis. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu la psychologie et le sport, notamment, si vous montrez de la souffrance sur votre visage, vous aurez 2 fois plus, vous galérerez 2 fois plus que si vous essayez de garder un visage impassible. Et ça, je l'ai fait plein de fois, notamment dans mes séances de cardio quand j'étais plus jeune. Sur des sprints, j'essayais de garder un visage sans expression, et ben ça aidait beaucoup plus, plutôt que d'être là genre... C'est la psychologie, c'est le corps humain qui marche comme ça. Donc ça pour dire peut-être que, ok, Shayna Baszler est habituée à ne pas montrer d'expression sur son visage, mais yo meuf, maintenant t'as la WWE, justement, il faut montrer ça. Donc les deux japonaises étaient franchement top. Bon, tous ceux qui maintenant commencent à connaître Tom La Ruffa, les TLR Reviews et qui regardent le show, on va pas revenir sur le coup de genou, d'accord? Je pense que vous savez de quoi je parle. Pour ceux, si vous voyez de quoi je parle, dites-le moi dans les commentaires parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont dire oula, Tom il va en parler. Non, on va pas revenir dessus, sur le coup de genou. Le combo, la prise avec le coup de genou, d'accord? Si vous savez de quoi je parle, dites-le dans les commentaires. Ça me fera plaisir parce que ça montre que maintenant vous commencez à être attentif. Oh oui, oh oui. Comme elle disait, j'avais une prof d'allemand au collège qui disait écoute à 120%. Ça veut dire qu'en fait, on devine ce qu'elle va dire avant qu'on le dise. Donc là, si vous avez deviné que j'aurais peut-être dit quelque chose sur le coup de genou, le combo avec la prise coup de genou, mais je ne vais pas le dire justement parce que ça, au bout d'un moment, c'est bon, je ne veux pas non plus trop m'acharner. C'est pas le but. Le but, c'est juste d'expliquer, c'est pas juste de casser, c'est bidon, juste de casser sans aucun argument derrière, ça sert à rien. Bref, ça pour dire, si vous avez vu ce coup de genou, lâchez-le dans les commentaires et dites, ouais, Tom, je me doutais que tu allais en parler. Mais finalement, j'en parle pas tant que ça. Mais j'en ai parlé quand même depuis 2 minutes, presque. Match fini en disqualification. Alors, j'avais marqué peut-être un 3-way. Et c'est exactement ce qu'ils ont annoncé plus tard dans le show. Donc, ça va, je commence un peu à comprendre comment il fonctionne le booking de la WWE. En tout cas, sous l'ère Triple H. Ensuite, un bon segment. Promo entre Randy Orton et Gunther. Alors, j'ai marqué merci à la France. Merci à vous, les fans français. Vous pouvez être fiers de vous pour avoir lancé la mode de chanter le thème de Randy Orton. Maintenant, de plus en plus, ils le font dans les salles américaines et ça a commencé en France. Ça, les gars, pour vous tous, les fans français de catch, c'est un truc qu'on ne pourra jamais vous enlever. Et ceux encore plus qui ont été présents dans la salle, notamment moi, mais moi j'étais dans les vestiaires, on a tous fait partie de l'histoire du catch. Ça, ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Oh oui, oh oui. Magnifique promo et psychologie. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que Gunther complimente au début Randy Orton. C'est top. Parce que c'est ça en fait. Une bonne promo, c'est pas juste une promo où les deux ils s'engueulent et ils s'insultent. Ça peut passer selon la feud, mais l'important c'est de construire son adversaire. Parce que si vous construisez pas votre adversaire, ça Lance nous l'avait dit dès le début à Calgary. Elle dit, dans votre promo, si tu fais que vanner ton adversaire et tu le fais passer pour une MERDE, ben si tu le bats, t'as battu une MERDE, t'as rien battu en fait. Et d'un autre côté, si lui te bat, t'as été battu par une MERDE. Donc toi, t'es encore plus une MERDE. Donc, voilà, le but d'une promo, c'est quand même de construire son adversaire. Et c'est exactement ce qu'a fait Gunther en restant heel. Et c'est top. Alors oui, bien sûr, il y a sûrement des scripteurs qui écrivent les promos, mais après les promos, il faut les sortir aussi. Et peut-être que Gunther aussi, peut-être à son niveau, il lui laisse du champ créatif. Ça, voilà, c'est le genre de détail que même moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sur place et je ne suis pas là en direct. Par contre, respect total, parce que cette promo était top, à tous les niveaux. Top, parce que donc Gunther complimente Randy Orton pour ensuite rentrer dans sa tête et essayer de le rendre fou en insultant sa famille, en lui disant « Ok Randy, tu vois, tu es très très fort, tu as toujours eu un potentiel de fou, donc là tu le construis, mais ce potentiel, tu l'as toujours gâché.
Pourquoi? Parce que toi et toute ta famille, vous êtes des ratés, grosso modo. Et alors là, waouh, tu vois Randy Orton qui est un excellent, probablement un des meilleurs de l'histoire. Je pense que dans quelques années, on mettra Randy Orton sur le Mount Rushmore du catch. C'est obligé. Tout ça pour dire, là, on voit que Gunther, il essaie de commencer à rentrer dans la tête de Randy Orton et c'est top. C'est top parce que maintenant, ça va devenir personnel entre les deux. Et là aussi, ce qui est bien, c'est ça que j'ai noté dans cette promo. Parce que je vous dis, moi, je regarde tout. Je regarde la promo, mais je regarde le visuel. Comme Gunther est impressionnant physiquement par sa taille, les deux avec Orton, ils sont au même niveau. Donc, en fait, c'est pas comme si le mec, il peut se permettre d'insulter la famille d'Orton et même Orton en le regardant comme ça, de bas en haut. Les mecs, ils sont au même niveau. Donc, Orton, on sent quand même qu'il... Ok, là, par contre, il faut que je me retienne. Je peux pas complètement le défoncer enfin, ça passe parce que moi aussi, j'y risque ma peau. C'est quand même Gunther, le mec, il me rentre dedans. Et franchement, c'est top. Parce que donc, comme il reste imposant physiquement, Orton ne peut pas l'attaquer gratuitement. Et ça rime. Oh oui, oh oui. Sauf par derrière, quand Gunther se retourne, il le retourne, RKO, boum, et la promo se termine comme ça. Et franchement, c'est bel esprit parce que là, même s'ils ont eu que 3 semaines pour construire le truc, là, on n'est plus qu'à 1 semaine et demie de l'événement, là, de Bash in Berlin. Je pense que la semaine prochaine, ça risque d'être pas mal. Je sais pas ce qu'ils vont faire entre Gunther et Orton, mais là, ça commence vraiment, l'eau commence à bouillir. Et là, oh oui, je pense que ça va être un très bon match et une très bonne storyline. Alors, j'ai été très étonné mais agréablement surpris d'entendre la musique de André McEntire retentir, parce que moi je vous ai dit, j'aurais vraiment cru que Gunther allait feuder avec André McEntire pour faire européen contre européen à Bash in Berlin. Alors après je me suis dit, alors oui, est-ce qu'ils vont faire un three-way entre Gunther, Orton et André McEntire? Je pense pas, parce que Punk est arrivé et l'a défoncé. Mais c'est bien, parce que ça continue la feud entre André et Punk, débutant peut-être Punk, et franchement c'est bel esprit. Donc franchement, très bon segment promo. J'ai vraiment aimé la psychologie et le visuel du truc. Bel esprit. S'ensuit un singles match entre The Miz et Bronson Reed. Alors, parfaite là aussi, construction de Bronson Reed. Le mec, je connaissais pas beaucoup. Je savais que gros physique, il faisait des jolis trucs dans le ring, notamment ses splash et tout, de la 3e corde. Mais là, il faut une construction de fou du gars. En 2 semaines maintenant, tout le monde le prend au sérieux. Et tout le monde le prend au sérieux. Tout en le kiffant en fait. Regardez, écoutez la réaction de la foule, et c'est ça, j'en reviens toujours, c'est pas une question de faire 50 000 Canadian Destroyer et 10 000 super kicks. Écoutez la foule, comme elle s'est mise à popper, qu'elle s'est levée, que ça commençait tout à vibrer, à trembler, dès qu'il a commencé à monter sur la 3e corde. C'est ça. Alors c'est ça le catch, oui c'est ça le catch, et c'est surtout, c'est comme ça qu'on catch. Vous faites anticiper à la foule ce que vous allez faire. Parce que vous l'avez construit intelligemment les semaines d'avant, voire les mois, voire les années avant. Et ça, c'était top. Je vous redis, Bronson Reed, là, ils font un énorme, super boulot avec lui. Le mec, il représente. Le mec, il a... Alors, par contre, ça m'a fait délirer. Je trouve qu'il ressemble énormément à Akam, à Sonny. Je vais le vanner un jour, Sonny. Il faut que j'envoie un message en disant, yo, frérot, quand est-ce que tu fais une équipe avec Bronson Reed? Vous avez la même gueule. Ils ont exactement la même tronche. Ça me fait délirer. Mais voilà, dans Bronson Reed, franchement, la foule kiffe de ouf. Elle pop dès qu'elle va monter sur le coin. Ouais. Alors maintenant, moi, la question que j'ai, parce qu'en fait, il a, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le show, mais je pense que vous l'avez vu si vous êtes là, il a refait 6 splash sur R-Truth. Et en fait, en le construisant comme ça, non seulement, en fait, on fait une force destructrice, une force complètement ou à moitié tarée, et c'est top. Maintenant, moi, ma question, quand je vois un segment comme ça, je me dis, mais pour qui est-ce qu'ils sont en train de le construire? Parce que vous ne construisez pas un mec comme ça juste pour en faire une star. Vous le construisez pour le mettre dans un match pour un titre. Et là, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas en train de le construire pour Bron Breakker? À voir. Ça ferait un gros match. Ça ferait un très gros match. Bron Breakker, le badass qui démolit tout sur son passage, contre l'objet immobile. C'est quoi? C'est la force irrésistible contre l'objet immobile. Et les deux qui se rencontrent, peut-être, je sais pas, bon, je dis pas ça pour encore essayer d'avoir une prédiction où j'ai raison, mais ça serait vraiment pas mal, je pense. Est-ce que vous, dans les commentaires, dites-moi que vous seriez intéressé pour voir actuellement, vu comment ils le construisent, Bronson Reed contre Bron Breakker, surtout pour le titre intercontinental. Ça pourrait être vraiment pas mal. Vraiment, vraiment. Peut-être même à Bash in Berlin, qui sait? Qui sait? Et enfin, bon, il y a eu quelques segments backstage, mais je suis passé parce que c'était pas non plus exceptionnel ni très intéressant. On termine sur le match pour le titre intercontinental à 2 manches gagnantes, 2 out of 3 falls, 2 manches gagnantes entre Sami Zayn et Bron Breakker. Alors là, j'ai juste mis très bon match. La foule est investie dans le match. Elle est investie dans les 2 catcheurs. Il n'y a aucun loupé.
grosse intensité, respect total. Alors, j'ai marqué à Braun Breaker parce que le mec est un super athlète. À un moment, Sami Zayn, il lui fait un moonsault, il le rattrape d'un bras, il le ramène sur l'épaule. Yo, c'est tout dans le biceps et l'épaule. Hein. Donc, et Sami Zayn est lourd. Hein. Attention, je me souviens au Performance Center quand on se pesait, vous savez, au Performance Center. Je vous en reparlerai dans la hashtag Taylor Stories, ma semaine type au Performance Center. Dès que j'aurai mon nouvel ordi, pour commencer à faire de belles vidéos bien montées. Mais de ça pour dire, on se pesait une fois par semaine. Tous les lundis matins, je crois. Oui, c'était les lundis ou les mercredis? Lundi, je crois. Ouais, mais lundi, il me semble. Tous les lundis matins, hop, tout le monde sur la balance. Et le coach de muscu prenait en note notre poids. Et des fois, j'étais dans la classe de Sami Zayn. Et bon, j'écoutais. Bon, moi, j'étais à l'époque, j'oscillais. Le plus léger que j'ai été, c'était 80 kilos. Donc, 180 pounds, 180 livres. Je buvais 3 litres d'eau avant de me peser. C'était un truc de ouf. Parce que comme je vous redis, moi, à l'époque, il n'y avait pas 305 live, instant confession. Pour être le plus lourd possible, je buvais littéralement 1 gallon d'eau par avant d'aller me peser. C'est-à-dire un gallon d'eau, c'est 3 litres et demi, je crois. 2 litres ou 3 litres et demi. J'en pouvais, c'était horrible. J'avais le ventre, il allait exploser. Après, j'enchaînais avec la muscu. C'était une vraie torture. Tout ça pour gagner 1 ou 2 kilos. Et donc, en général, je tournais autour de 82, 83. Super sec, par contre, avec les abdos et tout. Et après, le plus lourd où je suis monté, c'est 95. Après ma deuxième blessure au genou, j'ai fait une grosse prise de masse. D'ailleurs, ça m'a aidé à récupérer plus rapidement de ma deuxième opération du genou. Et j'étais monté à 95 kilos. D'ailleurs... Pareil, petit instant confession, parce que celle-là, c'est une anecdote qui me fera toujours marrer. Je ne sais pas, j'allais dire quand, ni si je reverrai un jour Marcus, parce que je ne sais même plus où il est, là je crois qu'il est en Californie en ce moment. Et on n'a quasiment plus aucun contact, mais à un moment, donc j'avais pris 10-15 kilos, quoi. Suite à cette rééducation, c'était volontaire, hein. Tous les jours je mangeais j'allais manger mexicain, parce que je voulais, en fait, mon corps soit en surplus calorique pour récupérer plus rapidement. Je voulais pas rester sec, parce que quand vous êtes sec, vous êtes en déficit calorique et votre corps tient moins bien le coup. Donc là, pour revenir plus rapidement de ma deuxième opération, je mangeais bien. Et franchement, je suis revenu en 7 mois. C'était un truc de ouf. Peut-être pareil, je ferai une Taylor Story sur mes blessures à la WWE. Ouais, je pense que je l'ai prévu d'ailleurs, dans la liste des sujets que j'ai prévus. Tout ça pour dire, donc j'ai pris tout ce poids. Et William Regal ne m'avait pas vu depuis quelques mois. Ouais, quelques mois, depuis 3 ou 4 mois. 2 ou 3 mois, parce que j'allais plus, je crois, aux enregistrements télé, je restais à la maison vu que j'étais blessé. Et un jour, il me voit arriver à Full Sail. C'était énorme. Il y avait Marcus avec moi. Mika, on était côte à côte, on était tout le temps ensemble. On était tout le temps ensemble dans les vestiaires. Et là, il y a William Regal qui arrive. Et là, je suis là, bon, bien habillé, chemise, pantalon et tout, noir et tout. Et là, comme j'avais bien pris, 15 kilos quand même, j'étais massif, hein, visage bouffi, la chemise bien remplie, notamment au niveau de la taille et du ventre. Et là, Regal, il me fait « Hey, oh, comment... alors, je sais plus comment il dit, mais bon, c'est gros jeu. « Oh, ça va, vous allez bien, monsieur ?» Ouais, parce que Regal, il me disait, il m'appelait monsieur. « How are you, monsieur ?» Voilà, il disait ça. Et il fait « Hey, monsieur, how are you ?» Et là, il me regarde le visage, là, il baisse le regard vers mon ventre, il fait « Oh, oui, d'accord. » Et le truc, c'est que... On en a rigolé, mais des mois et des mois encore avec Marcus. Même, je suis sûr, si je le vois aujourd'hui, on en rigole. Parce que c'est la réaction authentique de Regal. Il me voit, il regarde le visage. « Hey, monsieur, how are you ?» Et là, il va pour me serrer la main, il baisse la tête. Et après, il voit le ventre. Il voit le gabarit. Il fait « Ah ouais, ah oui, genre... » Il dit juste ça, il fait « Oh, oui. » Il a rien dit, il a juste fait « Oh, hey, ça va, bonne journée. » Et il part. Mais genre, sa réaction, c'était « Ah ouais, quand même, t'as bien pris du poids, t'as bien grossi, quoi. » Et franchement, c'est un truc que j'étais mort de rire. Parce que, bon, voilà, c'était volontaire. Je savais que le poids, d'ailleurs, je l'ai reperdu en 1 mois, ce poids-là. Dès que je suis revenu, que j'étais cleared, en 1 mois, j'ai rechopé les abdos. Mais en faisant tous les jours 1 demi-heure de Stairmaster et de cardio de ouf. Hein. J'étais trempé. Hein. Je bouffais plus rien, quasiment. Enfin, plus rien. J'ai que des protéines et des légumes verts. D'ailleurs, c'est un truc de fou parce que mon esprit vrillait. Faut pas y aller comme ça. Faut pas y aller direct du jour au lendemain, tout arrêter, les sucres et les graisses. Non, parce que votre esprit tiendra pas le coup et je pétais un câble pour rien, en fait. C'est un truc de ouf. Il faut le faire progressif. Vaut mieux le faire progressif et sécher et perdre la graisse en, allez, 2-3 mois que le faire tout en 3 semaines. C'est suicidaire. Peut-être pas suicidaire, mais non, je pétais un câble, il a fallu que je change tout. Mais tout ça pour dire, ouais, c'est la petite anecdote avec William Regal qui fait « Ah oui, quand même ». Donc voilà, là, en 5 minutes d'anecdote, j'ai été plus divertissant que Johnny Gargano et Sonya Deville rassemblés, les deux ensemble, sur toute leur carrière WWE. Oh oui. Et donc, ce match intercontinental pour le titre intercontinental en 2 manches gagnantes.
Donc, respect total à Bron Breakker. Donc oui, parce que, donc, je redis, pourquoi j'en suis arrivé à parler de tout ça, les prises de poids, etc. C'est qu'à un moment, il rattrape Sami Zayn sur son bras, dans le biceps et l'épaule. Donc Sami Zayn, à l'époque, quand j'étais avec lui en classe et que j'entendais combien il pesait, le mec fait quand même 90 kilos, facile, voire 95 des fois. Parce qu'en fait, Sami Zayn, il n'a pas de physique, mais il a de gros os, tu sais, il a un gros gabarit. Il fait pas non plus très grand, il doit faire un petit 1m80. Ouais, il est un peu plus grand que moi. Il doit faire 1m80, Sami Zayn, maximum. Mais par contre, il est épais. Épais, mais dans le sens, son gabarit est assez épais, même s'il n'est pas trop musclé. Et donc, il faisait 90 kg. Lui, shoot sur la balance, tu vois. Tout ça pour dire, Bron Breakker, respect total. Sami, respect total aussi pour ta carrière, pour tout ce que tu as fait, pour ta façon de vendre, ta façon de catcher, ta façon de connecter avec la foule. Et franchement, c'était un superbe main event. Bron Breakker conserve, on s'y attendait tous, c'est mérité. Et là, c'est son moment de briller. Peut-être contre Bronson Reed, qui sait. Très étonné quand même de ne pas avoir vu les Wyatt Six, c'est-à-dire la Wyatt Family, les Wyatt Six. Bon, on a eu la promo de Bo Dallas, ok, mais rien eu de nouveau. Alors peut-être ils vont les garder quand même dans cette vibe toujours mystérieuse. Je ne pense pas qu'ils vont avoir un match à Bash in Berlin. Peut-être ils vont intervenir dans un match, qui sait. Qui sait. D'ailleurs, un autre petit truc, un petit détail, mais vous avez capté. Vous savez que je vous dis toujours, il faudrait Kurt Angle avec American Made. Parce que ça serait top. Et en fait, j'ai vu donc là à Raw, en fait, entre guillemets, si vous mettez Kurt Angle avec American Made, vous le mettez dans le rôle de Paul Ellering dans le testament final. Et en faisant ça, vous pouvez faire une feud testament final contre fait à l'américaine, American Made. Parce que vous avez une équipe, Akam et Rezar, les Creed Brothers, vous avez un catcheur solo qui est le leader, Chad Gable, Karrion Kross, vous avez le mec old school, Paul Ellering, Kurt Angle, et la meuf, Scarlett Bordeaux, Ivy, je sais plus comment. Bel esprit. Oh oui, oh oui. Laissez-moi booker la WWE. Allez les amis, le commentaire sélectionné pour cette hashtag télé review. Et je l'ai sélectionné pour une raison. Vous allez voir. Isaac Sound me dit: salut Tom, merci pour cette review qui apporte un point de vue différent. De rien mec. Te suivant depuis la WS en 2009, c'est cool d'avoir cette vision crue des shows sur lesquels je partage pas mal d'avis. Mec, si tu me suis depuis 2009, bel esprit. Parce que tu as vu un peu tout ce que j'ai fait. Donc, oh oui, oh oui. Notamment mon casque grec que j'ai depuis 2008 pour ceux qui me suivent sur Instagram. Oh oui, oh oui. Deux petites questions pour toi, si je peux me permettre. Mais bien sûr, permets-toi, surtout que toi, on sent le respect que tu as, tu écris bien, tu fais pas de fautes. Vas-y mec, fonce. Fonce. Pose-moi tes questions qui sont: penses-tu que t'avoir régulièrement mis lors de ton passage à NXT contre Enzo et Cass, qui était un vrai projet qui connectait énormément avec le public, t'a desservi? Point d'interrogation. Tu avais un charisme certain, mais tu devais aussi les mettre en avant et finalement la foule t'a peut-être trop vu comme un lutteur de bas de carte. Alors, c'est une très bonne question, j'en parlerai. Pourquoi je l'ai prise? Tu vas comprendre, parce que surtout ta deuxième question qui m'intéressait aussi. Tout ça, j'en parlerai dans une TLR Stories. Je vous expliquerai énormément de choses de comment ça se passe à NXT. Parce que je peux pas le faire dans des reviews, parce que sinon je vous en parlerai pendant une demi-heure. Et là, en fait, c'est pour te répondre vraiment très rapidement. Est-ce que ça m'a desservi? Oui et non. Parce que au final, c'est mon boulot. J'allais pas arriver devant les scripteurs ou devant Triple H ou devant les gars, leur dire: oh non, ce soir, j'ai pas envie de jobber. C'est pas comme ça que ça marche le catch. Je fais ce qu'on me dit. Et plus je le fais bien, plus je vais avoir de boulot à la télé. C'est ça aussi que la plupart des fans débiles ne comprennent pas. C'est qu'ils se disent: ouais, mais toi, t'as jamais rien fait à NXT, alors quitter pour parler. Espèce d'ABRUTI. Tu crois que c'est moi qui décidais le booking que j'avais? Tu réfléchis dans ta tête. Et c'est pour ça que je demande souvent aux gens: quel âge tu as? Parce que si c'est un gamin de 16-18 ans qui a rien fait de sa vie et qui a rien vu dans la vie, frérot, viens pas me parler. Prends 5 à 10 ans de vécu en plus, et là on pourra avoir une discussion entre adultes. Si t'es un ado qui comprend rien, non seulement à la vie et au catch, avec du respect, je dis pas ça par manque de respect, mais j'ai quand même 40 ans, donc un gamin de 16-18 ans qui vient discuter avec un mec de 40 ans qui a 20 ans d'expérience dans le catch, la discussion n'est pas possible. Donc je préfère savoir dès le début à qui je m'adresse pour savoir si la discussion est possible ou pas. Tout ça pour dire, donc c'est pas moi qui choisissais le booking, donc, mais d'un autre côté, plus je faisais bien ce qui me donnait à faire, plus j'avais de chances de catcher de plus en plus à la télé, et donc forcément de gagner plus d'argent, avoir une augmentation, etc. Donc, est-ce que ça m'a desservi? Dans le sens, oui, c'est sûr, j'ai pas été poussé comme ils ont poussé Finn Balor ou comme ils poussent Von Breakker. Est-ce qu'ils l'auraient fait? J'allais dire, je sais pas, je pense pas, vu que après moi, il y a tout un ensemble, mais ça, j'en reparlerai dans les TLR Stories. J'étais français, j'étais pas énorme physiquement, donc il y a tout ça qui a joué, alors je vais pas dire contre moi, mais qui a joué d'une certaine façon pour que je sois mis dans ce spot contre Enzo et Cass, et que je
je les fasse mousser. Parce que d'un autre côté, s'ils m'ont mis avec eux, c'est parce qu'ils savaient, enfin si moi et Marcus ils m'ont mis contre eux, c'est qu'ils savaient que, oula, les Français vont pouvoir nous permettre de monter Enzo et Cass et de les préparer pour la route. Donc d'un autre côté, ça m'a énormément servi quand même, parce que ça a montré à la WWE que, ok, ces mecs-là, on peut s'en servir pour construire les mecs qu'on a envie de pusher. Et c'est ça le catch, c'est ça le boulot. C'est un travail, c'est pas juste une question dans le sens d'une compétition de qui est le meilleur et le meilleur sera récompensé. Parce que si c'était le cas, j'aurais dépassé énormément de mecs qui avaient à la télé régulièrement à NXT à mon époque. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Et voilà, ouais, donc ouais, j'ai fait le tour de ta première question. Deuxième question, et donc c'est pour ça que j'y arrive. Parlant de Big Cass, aka Big Bill, que penses-tu de son niveau actuel chez AEW? Penses-tu faire une review de AEW un jour? Alors, en effet, je ne regarde pas l'AEW, donc je ne vois pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est avec Chris Jericho, il me semble. Hein, il est le garde du corps, je crois, de Chris Jericho. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou faux. Et donc, ça pour vous dire, cette semaine, c'est décidé. Je vais sûrement le faire cette semaine, c'est quasiment sûr. Si vraiment il y a un imprévu, ça ne se fera pas cette semaine, ça se fera à la fin du mois. Mais cette semaine, j'en profite, vu que la semaine prochaine, je vais être en stage entier à Lyon. Cette semaine, j'ai du temps. Je vais faire une review d'un show AEW et je pense, alors si je dis pas de bêtises, celui du mercredi soir, c'est ça? Je crois, hein, parce que si je dis pas de bêtises, c'est quoi? AEW, c'est le mercredi ou le mardi soir? Dites-moi si vous préférez que je fasse le show du mercredi ou du vendredi. En fonction de ça, j'essaierai de me débrouiller pour le faire. Dans tous les cas, oh oui, on va essayer de faire ça cette semaine. Les amis, c'était la hashtag TLR Review de Raw du, je dis pas de bêtises, je reprends l'email, du 12 août 2024 en direct de Austin, Texas. Oh oui, continuez à lâcher les commentaires, continuez à balancer les retours, la positivité, faites grimper les compteurs, faites tourner. Oh oui, Tom La Ruffa, c'était le bel esprit. Oh oui, oh.